Jusqu'à présent, je n'avais jamais voté de ma vie, mais cette situation va changer. Je sais aujourd'hui pour qui je voterai lors des prochaines élections présidentielles en 2027, et cette personne, c'est Jean-Luc Mélenchon. Je me rends bien compte que ça peut être une décision étonnante pour ceux qui me connaissent. Je suis youtubeur finance, investissement, passionné d'économie, donc je fais cette vidéo pour expliquer le cheminement qui m'amène à soutenir la France Insoumise pour la prochaine élection en 2027. Et d'abord, la première question qui se pose, c'est qu'est-ce que j'attends du gouvernement français? Quelles sont mes priorités? Quels sont les changements pour lesquels je vote? C'est pas compliqué, je suis assez simple sur ce point-là. J'ai une seule énorme priorité. Ce que je veux, c'est vivre dans un pays en croissance, un pays qui se renforce de jour en jour et année après année. Je veux un pays qui ait la trajectoire de développement la plus efficace possible, et c'est à peu près tout. Le reste, pour moi, c'est secondaire. Alors, vous pourriez avoir une vision différente, mettre plus haut dans votre échelle de priorité la sécurité, l'humanisme, la liberté, le pouvoir d'achat ou quoi que ce soit d'autre, et vous n'auriez pas tort a priori, c'est simplement un débat moral. Moi, dans ma morale, mon obligation en tant que Français, c'est de laisser à nos successeurs, à nos descendants, un pays plus puissant et plus prospère que celui qu'on a reçu nous-mêmes. C'est une philosophie par ailleurs qui n'est pas très originale. C'était déjà le serment que faisaient les jeunes Athéniens il y a 3000 ans de ça. Et c'est pas non plus une vision du monde qui est objectivement meilleure qu'une autre. Pour y avoir encore une fois un avis différent, et voilà, ça serait juste issu probablement d'une perspective ou d'une expérience différente. Maintenant qu'on est fixé sur quel est l'objectif de la politique que je recherche, eh bien, ce qu'il reste à faire, c'est simplement de regarder historiquement quels sont les régimes qui ont permis le plus efficacement possible de développer une nation. Quand on observe concrètement dans l'histoire et qu'on regarde les différentes stratégies pour maximiser le développement économique, eh bien, celle qui fonctionne le mieux se ressemble tout de même à chaque fois énormément. Il y a la Corée du Sud récemment qui s'est enrichie avec un capitalisme assez dur dans lequel tout était mis en place pour maximiser le développement de l'industrie et de la haute technologie. La Chine s'est développée récemment en introduisant un capitalisme autoritaire à partir de Deng Xiaoping, dans lequel tout était fait pour maximiser le développement de l'industrie puis de la haute technologie. Pareil pour Taïwan, pareil pour les deux grandes phases de développement du Japon. Et même en Europe, quand on prend chaque pays individuellement et qu'on regarde la période qui lui a le plus permis de se développer, eh bien, on verra que les politiques mises en place étaient très favorables à l'industrie et à l'innovation privée de manière générale. C'est d'ailleurs ce 19e siècle français ou allemand par exemple, qui a inspiré les modèles asiatiques qu'on voit de façon plus contemporaine. Alors, il y a d'autres États qui ont pu se développer via des méthodes différentes. Le Qatar ou l'Arabie Saoudite, par exemple, se sont développés plutôt en exploitant une ressource naturelle, puis en essayant de devenir une sorte de hub international. Vous avez des nations comme les îles Caïmans qui ont réussi à devenir une sorte de paradis fiscal, ce qui a permis d'attirer beaucoup de capitaux et de financer en partie un développement. Et vous avez quelques pays, par exemple comme les Maldives ou même un peu l'Espagne, qui ont réussi à se développer beaucoup plus avec du tourisme qu'avec de l'industrie ou de la haute technologie. Ceci étant dit, je pense qu'on a suffisamment d'éléments pour considérer que parmi tous les modèles de croissance jamais mis en place à travers le monde, le modèle de développement économique appliqué aujourd'hui en Asie et orienté vers le développement d'industries compétitives à l'international est le plus capable de loin de générer de la croissance économique à long terme. Pour en revenir à la France, si on a envie de faire en sorte que le pays retrouve une dynamique de croissance et de développement, comme on n'a pas de grandes ressources naturelles a priori, on n'a pas de meilleure option que d'essayer de reprendre un modèle de développement proche de ce qui peut être fait en Asie actuellement. Alors, point important, c'est pas un système qui se définit uniquement sur un axe gauche-droite. Il va y avoir plein de démarcations qu'on n'entend quasiment pas dans le débat économique français, mais qui sont centrales dans le modèle. Il y a par exemple une opposition entre l'économie des services et l'économie plutôt de l'industrie et de la technologie. On a voulu en France créer une économie du tertiaire, une économie avec comme principal moteur de croissance de l'assurance, de la banque, du conseil, voilà, des services divers et variés. Et je suis pas contre ces services en particulier, mais l'idée du modèle qu'on essaie de suivre, c'est qu'on peut pas avoir une économie complètement tertiarisée. Il faut avoir au bout d'un moment de l'industrie ou de la technologie qui permettent de tirer tous ces services à la hausse et de vraiment porter la croissance économique. Autre point clé, les modèles qu'on essaie de suivre étaient des économies qui étaient beaucoup plus orientées vers l'avenir, vers l'investissement et beaucoup moins vers la consommation ou le maintien du niveau de vie actuel. La Corée du Sud, la Chine, Taïwan, le Japon ou Singapour, durant leur période de croissance, ne dépensaient quasiment rien dans le social et au contraire, investissaient tout ce qu'ils pouvaient dans l'éducation, l'industrie, les infrastructures, ce qui permet ensuite le développement économique. Là où l'économie américaine ou allemande, même si elles sont
capitalistes et donc de droite économiquement vont être plus portés sur la consommation et le niveau de vie actuel que sur l'investissement et le développement futur. Un exemple assez classique de ça, ça peut être des gouvernements qui vont utiliser l'endettement pour financer des chèques ou des réductions fiscales pour augmenter le niveau de vie à court terme, ce qui permet par exemple de gagner plus facilement une élection qui arrive, ce que n'auraient pas fait les modèles qu'on essaye de suivre à l'époque où ils ont fait la meilleure croissance. Alors, c'est un problème qui est aussi lié au caractère beaucoup plus démocratique des nations qu'on a aujourd'hui par rapport aux nations qui se sont beaucoup développées à l'époque, qui eux avaient moins ce problème d'élection court terme et qui donc avaient moins besoin de maximiser le niveau de vie sur le court terme par rapport à maintenant. À ce moment-là de la vidéo, vous avez peut-être envie de me dire, bon, c'est bien gentil Jean-Philippe, mais quel est le rapport avec le programme de Jean-Luc Mélenchon? Ben, effectivement, rien à voir. Mais justement, aujourd'hui, la France, elle est dans une logique qui est à l'opposé de celle des États asiatiques qu'on essaie de copier. C'est probablement, d'ailleurs, le pays le plus à l'opposé du modèle asiatique sur la planète. La France a un système qui favorise la consommation, la protection sociale ou la valeur du patrimoine immobilier et qui, au contraire, défavorise les entreprises industrielles, la technologie ou l'investissement long terme. On a plusieurs façons de se rendre compte de ça. La première, c'est que la France est le grand pays le plus désindustrialisé de la planète, malgré en plus un avantage important sur l'énergie, ce qui rend donc la situation d'autant plus étonnante. Et puis, on le remarque aussi via l'allocation des dépenses publiques, c'est-à-dire que malgré le fait qu'on soit le pays qui a la plus forte dépense publique au monde, il y en a une part infime qui est dédiée à des investissements utiles sur le long terme pour la nation et pour la prospérité française. Si vous voulez avoir tous les détails des écarts d'allocation qu'il y a entre les dépenses faites par la France et celles faites par exemple par la Chine, j'ai fait une vidéo complète secteur par secteur que vous pouvez aller voir qui résumera tout, mais globalement vous verrez que la logique est totalement inverse. Malheureusement, une fois qu'on a fini ce constat, on est bien obligé de faire un autre constat qui est que en pratique, il paraît extrêmement improbable que cette doctrine française évolue pour aller vers une doctrine plus proche de celle des États qui ont connu un grand développement. Parce que cette autre logique, elle implique des sacrifices importants et des décisions qui seraient immensément impopulaires. L'idée générale, si on voulait changer la France en pays qui de nouveau se développe, serait en proportion de donner nettement moins aux personnes pour allouer beaucoup plus au développement et à l'investissement. Pour prendre un exemple concret de mesures qui pourraient être mises en place, on pourrait réduire drastiquement les dépenses de retraite qui servent à financer de la consommation actuelle pour investir dans des infrastructures ou faire des réductions d'impôts massives sur les entreprises industrielles ou de haute technologie qui restent présentes sur le territoire français. Ce qui pose aussi problème dans ce type de programme, ça serait les montants. Rien que, par exemple, pour remettre à l'équilibre le budget français, il faudrait économiser 150 milliards sur les dépenses publiques. Et si on veut ensuite favoriser concrètement le retour de l'industrie ou l'innovation sur le territoire, il faudrait encore réallouer au moins 200 milliards de dépenses supplémentaires, ce qui signifie faire des coupes de 300 milliards de dépenses assez rapidement. Et avec ça, on fait même pas de miracle, on redevient juste un petit peu plus compétitif à l'échelle européenne, mais avec ça, on resterait toujours très très loin des pays les plus dynamiques de la planète. Mais malheureusement, rien que ça, dans le cadre politique français actuel, ça paraît impossible à faire voter. Si on essaye de décortiquer l'opinion publique actuelle, on voit des sondages qui expliquent par exemple que la majorité des retraités refuseraient de baisser leur retraite pour garantir aux générations futures d'en recevoir une. Et quand, au contraire, on cherche les propositions et les idées politiques qui plaisent le plus aux Français, on remarque que tout ce qui consiste à taxer du capital pour financer du niveau de vie ou de la consommation, c'est extrêmement populaire et ça a souvent plus de 80% d'opinion favorable. De plus, dans l'opinion publique, toutes les tranches d'âge ne sont pas à égalité. Il y en a une qui est particulièrement importante pour ce qui nous concerne, c'est celle des plus de 55 ans. Elle représente déjà une part immense de l'électorat et une part encore plus importante des votants, puisque le taux de participation de cette tranche d'âge est très élevé, ce qui fait qu'ils sont carrément majoritaires à beaucoup d'élections. Et il s'avère que cet électorat est celui qui bénéficie le plus de la dépense publique de loin, et de façon très logique, ces personnes ne vont pas voter pour réduire leur propre pouvoir d'achat. Ça n'aurait aucun sens, ils n'y ont pas du tout intérêt. Donc, dans un cadre démocratique classique, il apparaît comme impossible de faire voter un programme de croissance à long terme dans la situation actuelle. Ce qu'on décrit, finalement, c'est un problème inhérent à la démocratie qu'on connaît depuis 300 ans, qui s'appelle la tyrannie de la majorité. Aujourd'hui, il y a en France une majorité de personnes qui veut continuer coûte que coûte, indépendamment des conséquences pour l'avenir de la nation, à financer son niveau de vie via de la dette ou via la destruction de l'appareil productif français. Et ces personnes continueront à le faire, quoi qu'il en coûte, pour les générations futures. Normalement, pour éviter ce type de problème, il peut y avoir des verrous dans la Constitution. En Allemagne, c'est le cas. Il y a ce qu'on appelle la règle d'or, qui explique qu'une génération n'a pas le droit de financer son niveau de vie avec une dette qui sera payée par les futures générations, parce que c'est considéré comme une rupture d'égalité, parce que les personnes qui vont devoir payer la dette n'ont pas encore le droit de vote, et donc ils n'ont pas moralement à subir les décisions auxquelles ils n'auraient jamais participé. Leur principe constitutionnel est donc que les revenus
qu'ils ont actuellement doivent financer les dépenses qu'ils font actuellement. La seule exception, c'est pour les investissements. Là, on considère que c'est une dépense qui amène des bénéfices dans le futur et donc l'égalité intergénérationnelle est respectée. Mais en dehors de ce cas précis, c'est limité de façon très stricte. Et malheureusement, en France, il n'y a pas de règle similaire dans la Constitution, ce qui fait que le gouvernement peut, en toute légalité, augmenter sa dette à volonté, même si c'est pour financer non pas des mesures d'investissement, mais des mesures qui soutiennent le niveau de vie d'une partie de la population qui ne remboursera jamais la dette. Et a priori, cette situation va rester la même, puisque pour voter une réforme constitutionnelle, c'est encore plus dur que faire voter une loi normale, et déjà voter une loi normale pour réduire ses dépenses serait impossible. Donc la réforme constitutionnelle est totalement hors de propos, ce qui fait que les personnes comme moi qui voudraient transmettre aux générations futures une société plus prospère que celle dans laquelle on vit actuellement se retrouvent dans une impasse, puisqu'il y a une majorité d'électeurs actuellement qui veulent au contraire sacrifier les générations futures pour maintenir un niveau de vie le plus élevé possible. Alors, je pense que la plupart ne l'ont pas conscientisé comme ça, mais il faut bien comprendre que tous les budgets en France qu'on a votés depuis 40 ans seraient jugés comme étant inconstitutionnels en Allemagne, spécifiquement pour cette raison de rupture de l'égalité. Donc, je veux dire, selon la constitution allemande, ce que font les Français, c'est sacrifier leur génération future pour garantir leur propre niveau de vie. C'est pas une position si extrême que j'ai. Elle est conforme à ce que dirait un constitutionnaliste allemand. Donc c'est un tableau assez noir et c'est là justement que Jean-Luc Mélenchon pourrait intervenir. Vous l'avez compris, ce que je cherche, c'est pas un candidat qui va appliquer mes idées. Ça n'existe pas, ça ne serait de toute façon pas élu. Ce que je cherche, c'est donc un candidat qui créera une crise, qui rebattra les cartes et qui permettra, voire imposera de fait, une réforme profonde de la situation actuelle qui permettra ensuite potentiellement de repartir sur des bonnes bases et cela relativement rapidement. Alors, ça peut être une solution qui, a priori, apparaît comme étant extrême. On pourrait me dire qu'il faut mieux essayer de jouer le jeu de la politique classique en essayant de convaincre les gens normalement à voter pour un parti qui est rigoureux en matière budgétaire, par exemple. Sauf que vraiment, ce n'est pas crédible. Si on prend l'exemple des Républicains, qui sont censés être dans la filiation du général de Gaulle, eh bien, on est forcé de constater que leur projet n'est pas de changer de modèle. Leur projet, c'est de gérer le plus efficacement possible le déclin progressif des capacités de production françaises, tout en maintenant le pouvoir d'achat de leurs électeurs. On parle tout de même d'un parti qui a menacé de faire tomber un gouvernement duquel ils étaient membres parce que celui-ci avait prévu d'augmenter un petit peu moins vite que prévu une partie de la retraite des plus riches pendant 1 an. En dehors de ça, je vous garantis, ayant lu la majorité des programmes, qu'aucun ne défend une idée ne serait-ce que proche de ce que j'aimerais voir arriver pour la France. Au contraire, ils sont tous quasiment à mon opposé idéologique. De façon un peu provocatrice, je pourrais dire que je suis tellement à droite économiquement que par rapport au champ politique français, de mon point de vue, il n'y a presque aucune différence entre la France insoumise et les Républicains, puisque les uns veulent avoir une dépense publique à 65% du PIB, ce qui les placerait en tant que numéro 1 mondial, et avec des investissements productifs extrêmement faibles, sachant que les autres veulent avoir une dépense publique équivalente à 58% du PIB, ce qui les place aussi à la place de numéro 1 mondial, avec encore une fois des investissements qui seraient peut-être encore plus faibles, vraiment d'investissements de quelques milliards sur une dépense publique totale de 1700, 1800 milliards. Et de mon point de vue, ça ne fait pas de différence. Mais attention, ce n'est pas forcément de la faute des politiques. Ils sont simplement obligés de jouer le jeu, puisque de toute manière, s'ils avaient un programme différent, eh bien les électeurs ne voteraient pas pour eux. C'est le jeu de la démocratie représentative. Tout ça pour dire qu'on est vraiment dans une impasse profonde et qu'on a, a priori, dans le cadre démocratique actuel, aucune solution réaliste qui pourrait nous faire sortir de la crise. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas-là ? Eh bien, malheureusement, la seule option qui apparaît comme étant réaliste, c'est de contraindre le gouvernement à abandonner le système actuel contre sa volonté et contre la volonté populaire. Et la meilleure option, c'est d'accélérer la faillite de la France. Pour arriver à cet état de faillite, eh bien, contrairement à tout ce que j'ai dit avant, ce qu'on veut, c'est un candidat qui va augmenter encore davantage les dépenses publiques le plus possible. Celui qui se démarque parce que non seulement il veut dépenser beaucoup, mais aussi parce qu'il semble annoncer toutes ses dépenses avec le plus de conviction, c'est Jean-Luc Mélenchon. Dans la dernière estimation de ce programme, il prévoyait 260 milliards de dépenses supplémentaires. Aujourd'hui, avec l'inflation, on devrait se rapprocher des 300 milliards si le programme reste similaire. Et encore, c'est leur estimation. S'ils voulaient mettre en place leur mesure, ce serait probablement encore plus d'argent. Et avec de telles ambitions, si déjà il effectue ne serait-ce que 50% de son programme, eh bien, ça pourrait accélérer considérablement la date à laquelle la France se retrouvera en situation d'impasse au niveau, pour le coup, de ses finances publiques à elle. Alors, on pourrait supposer qu'il mettrait en place des recettes en face pour financer le programme et que ça permettrait de maintenir l'équilibre sur la durée, mais je vous prends le pari que les recettes annoncées seront en réalité
nettement plus faibles que celles qui sont attendues, que celles qui sont projetées par le chiffrage du programme. Je vais attendre justement ce chiffrage complet actualisé pour 2027 pour faire une vidéo détaillée sur le pourquoi du comment avec études à l'appui et tout ça. J'ai déjà par ailleurs plusieurs vidéos qui parlent du problème que vous pouvez aller voir. Mais pour simplifier globalement, on peut dire qu'il apparaît comme étant improbable de financer le programme social le plus ambitieux de la planète dans un pays qui a 4000 milliards de dettes, des taux d'intérêt qui augmentent, une population vieillissante et de moins en moins bien formée, une productivité faible, un temps de travail relativement faible, avec un nombre de faillites d'entreprises qui explosent et les quelques rares entreprises qui marchent bien qui sont très majoritairement délocalisées. En fait, il n'y a juste pas la capacité productive suffisante en France pour financer un programme aussi ambitieux que celui-là. Ce qui fait que si Jean-Luc Mélenchon applique effectivement au moins une partie de son programme, notamment et surtout, la mesure la plus importante, c'est la retraite à 60 ans, avec toutes les retraites qui seraient augmentées suivant ce qui est prévu dans le programme, et bien là, déjà, juste avec cette mesure-là, on est en très bonne voie pour arriver à la situation d'impasse des finances publiques. Impasse qui, je le maintiens, malgré que ce soit un peu bizarre, à long terme pourrait être une opportunité majeure pour la France au vu de sa situation actuelle. Donc, vous l'avez compris, ce vote pour la France Insoumise ne serait pas un vote d'adhésion au programme, ce serait un vote purement opportuniste. Je ne vote pas pour une politique telle qu'elle est présentée dans le programme, mais contre un statu quo qui apparaît sur le long terme comme potentiellement encore plus dangereux qu'une faillite relativement rapide. C'est un vote qui, en pratique, a une logique assez similaire aux électeurs de gauche qui ont voté pour Macron au deuxième tour en 2022 et en 2017, simplement pour éviter d'avoir Marine Le Pen au pouvoir. Là, c'est un peu la même logique de vote utile, si je puis dire. Alors évidemment, cette prise de position peut susciter beaucoup de critiques. Une qu'on pourrait donner, c'est « N'es-tu pas fou de vouloir mettre en faillite la France ? Que penser des conséquences économiques de cette faillite et de tout le chômage et les problèmes qu'elle engendrerait ?» Et effectivement, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, si on conserve le statu quo, la faillite de toute façon arrivera. Peut-être de façon encore plus violente que si elle arrive rapidement. Mais donc, j'ai pas l'impression de créer une faillite. C'est pas vraiment l'idée. C'est plutôt de faire une faillite plutôt vite au lieu d'avoir une faillite qui arrive dans plus longtemps. Et c'est pour ensuite pouvoir redémarrer plus rapidement et recréer la croissance plus rapidement. Mais en soi, c'est pas un vote qui créerait une faillite à partir de zéro. C'est juste un vote qui mettrait en lumière, si je puis dire, la fragilité déjà actuelle de l'économie française, qui permettrait de redémarrer plus rapidement, mais qui ne créerait pas, je pense, davantage de souffrance par rapport à ce qui attend de toute façon l'économie française. La vraie critique, par contre, qui pourrait être faite de façon plus pertinente, c'est en quoi est-ce que cette crise financière pourrait permettre ensuite de créer un programme favorable au développement, un programme productiviste, enfin, de mettre des mesures en tout cas productivistes. Et ça, effectivement, c'est une grande inconnue. Il est probable que même une crise comme ça ne permettrait pas de mettre en place un programme axé sur le long terme en France. Ceci étant dit, il y a quand même plusieurs points positifs qui adviendrait de cette situation. D'abord, si la France se trouve en situation de crise de la dette, eh bien, elle sera contrainte assez rapidement de revenir à l'équilibre budgétaire, ce qui fera de facto une sorte de règle d'or obligatoire. La France n'aura pas d'autre choix que de réduire son déficit à zéro. Ce que fait par exemple la Grèce aujourd'hui, elle a pas d'autre choix que d'avoir un excédent budgétaire parce que voilà, si elle peut juste pas s'endetter dans des conditions acceptables, donc elle est obligée de réduire ses dépenses de façon drastique. Et donc ça déjà, ça permettra de corriger ce premier problème. Et puis, on peut considérer que si la France traverse effectivement une crise, ça va ouvrir le champ des possibles intellectuels et politiques, et ce combat intellectuel sera plus facilement gagnable dans une situation relativement instable. Et comme en plus, à ce moment-là, on aura déjà eu des coupes budgétaires radicales, eh bien il sera probablement plus aisé d'en proposer de nouvelles dans cette nouvelle situation. Alors, une dernière critique qu'on pourrait me faire, c'est une critique plus personnelle, en disant que de toute façon, moi, je serais assez peu impacté par cette potentielle crise, et c'est vrai, mais en fait, il faut comprendre que la croissance économique de la France, actuellement, elle bénéficie beaucoup plus aux classes moyennes et basses qu'aux riches ou qu'aux investisseurs. Moi, par exemple, vous le savez, si vous regardez mes lives ou mes vidéos, j'ai un portefeuille qui est investi à 100% en dehors de France. J'ai aucune action qui est investie en France. La plupart des riches actuels ont des investissements, ont du capital qui est investi très largement en dehors de France. Ce qui fait qu'en fait, et c'est un des gros problèmes, la plupart des riches en ont rien à foutre, pour parler clairement, de la croissance de la France et de sa situation économique. Ils s'en foutent, puisque de toute façon, eux, leur rendement économique, leur revenu vient de la situation économique mondiale, notamment américaine, et très très peu de la situation française. La situation française, qui est 3% de croissance ou moins 1% de croissance, ça fait finalement aucune différence pour eux. Et moi, c'est mon cas, la plupart de mes revenus sont liés à des investissements qui sont faits à l'étranger. Donc en fait, si la France demain arrivait à 3% de croissance, je n'en tirerais aucun bénéfice personnel. Ça aurait très très peu d'impact. Je pourrais commencer à réinvestir en France, mais pour que la France devienne plus rentable que les États-Unis, il faudrait vraiment un changement majeur. Donc, et ça paraît assez improbable. Oui, certes, en tant que privilégié, je subirais assez peu les conséquences d'une crise en France, mais de la même manière, en tant que privilégié, je subirais assez peu les conséquences positives qui arriveraient
si la France retournait sur le chemin de la croissance économique et du développement long terme. Donc, je ne pense pas, en toute honnêteté, avoir de convictions politiques qui sont basées uniquement sur mon intérêt personnel, même honnêtement pas du tout. Je pense que ça a globalement aucune incidence. Enfin, moi, je suis extrêmement attaché à la France pour des raisons personnelles, mais pour ce qui concerne mes revenus ou ma situation personnelle, ça changera a priori rien, quoi. Donc voilà, je pense que c'est finalement assez hors de propos. Bon, voilà, dites-moi ce que vous pensez de cette situation en commentaire. Je sais bien que ça reste une solution très hypothétique et très peu souhaitable, mais l'impasse dans laquelle on se trouve politiquement est telle que j'ai pas tellement mieux à proposer. Souvent, on me demande: «Oui, alors, qu'est-ce que tu penses, qu'on pourrait faire pour essayer d'améliorer la situation?» Quand je fais des vidéos un peu sur la politique, bah, ouais, il y a pas beaucoup de solutions dans l'état actuel des choses, voilà, et c'est presque ça, enfin, c'est plutôt même ça, ma meilleure solution que j'ai à proposer, c'est dire à quel point, la situation est tendue pour les gens qui pensent, comme moi. Voilà, merci à tous, à une prochaine fois. Bye bye.